Bonsoir, chers amis développeurs. Nous voici à notre deuxième vidéo, après la première qui nous a donné un peu le plan de notre travail. Nous allons commencer aujourd'hui par la première épisode qui s'intitule Débuter en Java. Alors, nous allons commencer par une approche définitionnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que Java? Il faut dire que Java est un langage de programmation moderne et aussi une plateforme informatique. Java a été créé en 1995 par Sun Microsystems, aujourd'hui racheté par Oracle Corporation. Alors, ce langage nous permet de développer des applications informatiques pour différents systèmes d'exploitation, d'où la portabilité. Donc, vous allez entendre dire que Java est portable. Java est portable parce qu'il nous permet de développer des applications informatiques portables. En réalité, il s'agit d'un langage purement orienté objet. Orienté objet conçu par James Gosling et Patrick Norton. Excusez-moi si je coche un peu le nom. Alors, je pense qu'il est intéressant de retenir ces informations-là. Java est-il disponible gratuitement en téléchargement? Effectivement, Java est disponible gratuitement en se rendant juste sur le site d'Oracle. Aussi, il faut veiller à faire la mise à jour parce que les dernières versions ont toujours des améliorations en matière de performance. Qu'est-ce que le plugin Java? Alors, le plugin Java, est un composant de l'environnement JRE. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce que c'est que la JRE dans les détails. Donc, il faut juste retenir que le plugin Java est un composant de l'environnement JRE. Alors, ce dernier permet aux applets écrites en langage de programmation Java, d'être exécutées dans différents navigateurs. Alors, il faut retenir que ce plugin n'est pas un programme autonome et ne peut pas être installé séparément. Ça veut dire, quand on trouve un plugin Java, c'est qu'il y a forcément l'environnement JRE. Alors, c'est quoi un applet? Une appli, autant pour moi. Une appli est une petite application, on va faire simple, hein? Une appli est une petite application qui se télécharge lors de la consultation de certains sites. Alors, au niveau de l'approche structurelle, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, en Java, pour apprendre à programmer en Java ou pour maîtriser même Java, il y a des concepts qu'il faut connaître. Et je dirais même qu'il faut connaître par cœur. C'est un peu comme si vous voulez aller dans une maison chez quelqu'un, vous voulez aller rendre visite à quelqu'un, et vous prenez le temps, par exemple, si c'est la première fois, de vous renseigner où est-ce que la personne habite, quelle route prendre pour arriver chez la personne, de sorte que quand on se lève pour aller rendre cette visite, pour aller faire cette visite-là, on ne puisse pas se perdre. Alors, c'est un peu ça, c'est un peu la même chose également. Donc, en Java, il y a un certain nombre de choses qu'il faut maîtriser, qu'il faut connaître pour se lancer dans l'apprentissage de Java. Comme je l'ai dit, cette série de formation est faite pour les débutants et pour les experts. Donc ici, pour celui qui apprend,
Vraiment, c'est une base pour lui parce que il pourra quand même se défendre quand on lui posera des questions en ce qui concerne même le fondement de Java. Alors, entendez par atout les avantages sur lesquels donc repose la suprématie du langage Java. Et nous en dénombrons 5. D'où l'appellation les 5 atouts du langage Java. Le premier point, nous verrons donc l'objet. On a dit précédemment que Java est un langage orienté objet. Donc nous allons faire le focus sur cette notion-là. Alors, il faut dire que l'idée à la base de la programmation orientée objet était de rassembler dans une même entité, autant pour moi, appelée objet des données et des traitements. Et donc, l'orienté objet en Java, c'est juste de créer des objets qui communiquent entre eux. On parle d'orienté objet. Alors, parler d'orienté objet, il y a une certaine thématique qu'il faut maîtriser. Il y a beaucoup de notions, de concepts qui tournent autour de ce thème-là, orienté objet. Donc, je vous invite à découvrir ces thèmes-là que nous allons, au fur et à mesure, essayer d'élucider, d'expliquer le plus simplement possible pour que chacun puisse comprendre. Je vous rappelle, mes amis, notre objectif, c'est de démystifier Java. Oui, bien, je vous le dis, c'est de démystifier Java. Il faudrait qu'à la fin, par exemple, de cette vidéo, chacun puisse quand même se retrouver quand on parle de Java. Quand je dis se retrouver, je n'ai pas d'être un expert, mais quand même d'avoir certaines bases qui régissent ce langage-là. Alors, je parlais de concepts qui tournent autour de cette thématique qui est l'orienté objet. Alors, quand on parle d'orienté objet, on fait référence au concept de classe. On fait référence également aux modificateurs d'accès qu'on appelle setters et getters. On fait appel également aux propriétés ou aux attributs. Il y a aussi la notion de l'héritage, les packages, les classes internes, la gestion dynamique des objets, qu'on appelle aussi introspection. Alors, je vais vous expliquer un peu sur quoi l'introspection. Je vais expliquer ça terre à terre. Alors, en fait, l'introspection est le fait de décrire une classe ou une interface. C'est-à-dire, c'est le fait pour nous d'obtenir le nom de la classe, le nom de sa classe mère, la liste de ses méthodes, la liste de ses variables, la liste de ses constructeurs, la liste, par exemple, des variables d'instance. Et aussi, pour faire un peu professionnel, on dira aussi que agir, c'est le fait aussi également d'agir sur une classe en envoyant à un objet classe les messages comme à tout autre objet. Bon, vous allez dire que c'est un peu lourd ce que j'ai dit, mais retenez simplement que c'est le fait de décrire une classe ou une interface. La même manière qu'on décrit quelqu'un, on donne son nom, son prénom, sa taille, c'est à peu près pareil. Retenez cela. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure, nous allons détailler encore les thèmes pour que vous puissiez les comprendre. Mais si toutefois vous avez des difficultés, vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas, il y a mon mail qui est en bas de la première vidéo. Vous pouvez m'écrire et je serai ouvert. Je suis ouvert, je pourrai répondre à vos questions. Alors, après l'orienté objet, nous attaquons la notion de portabilité. Alors, un programme fait en Java s'exécute indépendamment du système d'exploitation. Oui, pour ceux qui ne le savaient pas, je reprends encore, un programme fait en Java s'exécute indépendamment du système d'exploitation. Ça veut dire quoi?
terre à terre, de manière simple. Si avec mon ordinateur ici, sur lequel est installé un système Windows, j'installe l'interface de programmation en Java et j'écris un code ou j'écris une application, un programme. Ce même programme pourra être exécuté sur un système d'exploitation Mac, sur un Mac, pourrait aussi être exécuté sur un système d'exploitation Linux. J'aurai le même rendu. Pour dire que une application faite en Java s'exécute sur toutes les plateformes, sur tous les systèmes d'exploitation. Pareil. Voilà. C'est pas comme en C# ou quand on fait une application, en C# on peut pas l'exécuter par exemple sur Mac. Voilà. Ou on peut pas l'exécuter sur Linux. C'est seulement dans un environnement Windows. C'est vrai, des travaux, voilà, des plugins ou des travaux sont en train d'être faits pour que maintenant le langage C# soit portable. Mais pour le moment, nous c'est Java qui nous intéresse, donc nous allons rester à Java. Ok, nous allons continuer. Alors, après donc la portabilité, nous abordons la sécurité. Nous abordons la sécurité. Alors, avec Java, on peut contrôler ce qu'un objet, Java bien sûr, peut faire sur le système sur lequel donc il est exécuté grâce à un fichier qu'on appelle java.policy. En réalité, vous pouvez empêcher un objet Java bien sûr ou un programme Java de nuire à votre système. Vous pouvez par exemple l'empêcher d'écrire sur votre disque dur, de créer des connexions à distance ou de lire même des données sensibles que vous jugez sensibles. Donc, avec le fichier java.policy, on peut faire cette barrière-là. On peut monter donc le champ d'action d'un objet Java sur notre système d'exploitation. Ne vous inquiétez pas. À la prochaine vidéo, je vais vous montrer en détail où se trouve le fichier java.policy. Alors, il y a une notion très importante en Java. Il s'agit donc de la gestion de la mémoire. Oui, la gestion de la mémoire. Alors, en Java, on a une utilisation dynamique et optimisée de la mémoire grâce à un élément qu'on appelle le garbage collector. Alors, à quoi sert-il? Ou bien encore, qu'est-ce que ce garbage collector fait pour nous? En réalité, le garbage collector regarde dans notre programme et il essaie de voir quels sont les objets qui ne sont pas utilisés. Et il les supprime pour laisser de la mémoire aux objets donc, qui sont utilisés. Avec Java, contrairement à C, au langage C, où on faisait ce qu'on appelle de l'allocation mémoire. C'est-à-dire on réservait de la mémoire pour une variable. Mais ici, nous, en programmant, on ne s'en occupe pas. Il n'y a pas à faire d'allocation dynamique, de mémoire, non. Et cela est fait dynamiquement par le système lui-même, via le garbage collector. Alors, après donc la mémoire, voilà, bon, je vais ajouter quelque chose aussi pour revenir un peu au garbage collector. Alors, je vais essayer de le comparer simplement. Je vais prendre un exemple terre à terre. On suppose que vous êtes invité à une fête et vous êtes deux assis autour d'une table et on vous envoie de la boisson. Vous buvez, les bouteilles vides restent sur la table. Imaginez
Jusqu'à un certain temps, vous verrez que la table sera remplie. Voilà. Comment dirais-je, on suppose que il y a une personne qui est là, et lorsqu'on vous envoie deux nouvelles bouteilles, lorsque vous finissez de les boire, cette personne vient enlever ces deux bouteilles-là. De sorte que la table est toujours vide. Je ne sais pas si vous comprenez, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est un peu le rôle du garbage collector, c'est ce qu'il fait. Quand il y a des objets en mémoire qui ne sont pas utilisés, automatiquement il les supprime. Automatiquement. Ok. J'espère que j'ai été un peu clair. Alors le réseau. Après donc la mémoire, on va revenir au réseau. En ce qui concerne le réseau, il faut dire que avec Java, on peut avoir la communication de deux objets Java distants, soit en s'échangeant des messages ou des données, par exemple via le réseau grâce à l'interface de programmation Java appelée RMI. En Java, il y a une interface de programmation qu'on appelle RMI qui permet par exemple permettre la communication de deux programmes Java installés sur deux machines différentes. Alors, on peut comparer cela euh, à une architecture de client-serveur, c'est-à-dire que je fais deux applications et je m'arrange par l'interface de programmation Java appelée RMI, grâce à RMI, et je m'arrange à ce que une des applications soit cliente et l'autre soit serveur. Donc, c'est-à-dire que les deux pourront communiquer. Donc, ça, c'est via l'interface de programmation Java appelée RMI. Alors, ne vous inquiétez pas également, nous allons voir tout cela en détail avec des exercices à l'appui. Alors, nous avons fini les 5 atouts. En plus des 5 atouts, il y a aussi ce qu'on appelle les 5 repères du langage Java. Alors, repères, si vous voulez, c'est comme une référence. Et en plus de connaître les 5 atouts par cœur, vous devez également connaître aussi les 5 repères par cœur. Comme je le disais tantôt, c'est une référence. Alors, en ce qui concerne donc les 5 repères en Java, nous avons en premier lieu donc les 5 atouts que nous venons de détailler, de voir tout à l'heure. Nous avons également la plateforme. Nous avons la plateforme. La plateforme Java qui est constituée de trois grandes parties. Il y a Java Standard Edition pour les applications bureau ou desktop. Nous avons Java EE pour Java EE qui veut dire Java Enterprise Edition pour les applications web tournant dans un serveur web. Java ME Micro Edition pour le mobile. Alors il faut dire que lui n'est pas utilisé avec Android, l'avènement de Android, de Kotlin, et aujourd'hui nous parlons de Dart. Et je pense que dans cette formation, j'ai prévu aussi faire la formation sur Android ou Dart. Mais je pense que même si on n'a pas pu faire Android, mais on fera Dart. Dart qui est un langage que Google est en train de propulser. Ok. Alors, quand je dis Dart, c'est via Flutter, parce que c'est Flutter qui permet de faire donc les applications mobiles. Alors, nous avons également les étagères et tiroirs de Java SE, la Java Doc, et puis les tutoriels de Oracle Corporation. Alors, ces 3 derniers points, ne vous inquiétez pas. À la prochaine vidéo, je vais vous montrer en détail, en pratique aussi, comment par exemple exploiter la Java Doc. On va aller ensemble sur le site par exemple des tutoriels de Oracle Corporation. Nous allons découvrir ensemble les étagères et tiroirs de Java Standard Edition.
Alors, je vous dis merci pour cette vidéo et n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite chaîne et n'oubliez pas aussi de me laisser des commentaires parce que vos commentaires me permettront donc d'améliorer ce cours. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions directement en commentaire ou me contacter par mail. Alors, je vous ferai donc le plaisir de vous répondre. Alors, chers amis, ainsi prend fin donc la deuxième vidéo. Alors, je vous encourage à véritablement maîtriser ce que nous avons vu, à maîtriser surtout les 5 atouts et les 5 repères. Voilà. Apprenez-les par cœur. Ok. Je vous remercie. La prochaine vidéo, nous allons voir dans les détails ce que j'ai dit. Et à la fin, donc, nous allons essayer de progresser dans notre étude. Et merci, et donc à la prochaine. Merci.